Je précise d'abord que c'est une réflexion qui est évidemment une réflexion philosophique, générale, mais qui s'inscrit dans le cadre d'un programme qui a été financé par l'IDEX de l'Université Côte d'Azur, qui est un programme dont je vous dirai un mot pendant mon exposé, qui s'appelle ALDRE. Je vous donnerai aussi la signification de l'acronyme. Donc c'est à la fois, mon exposé va être à la fois composé de considérations générales, donc épistémologiques, comme on le voit dans le titre, mais c'est aussi la présentation d'une expérience qu'on est en train de conduire avec des collègues de Sophia Antipolis, INRIA, WIMIX, etc. Alors le point de départ de ce travail, c'est de partir d'un champ particulier du droit et de l'histoire du droit, et de construire des outils qui doivent permettre, au-delà du repérage lexical des termes, qui reste tout à fait indispensable, permettre d'identifier, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, identifier ce qu'on peut appeler une circulation conceptuelle, qu'elle soit propre à un argumentaire spécifique, dans un texte juridique spécifique, ou que ça soit propre à une succession de textes, type revirement de jurisprudence, etc. Évidemment, ça suppose quelque chose de très difficile, qui est de repérer un argument, de repérer une argumentation même, en tant que telle, à la manière dont, et c'est un peu ce qui est la solution de cette difficulté, à la manière dont certains mathématiciens se sont attachés à repérer les lignes démonstratives dans les démonstrations mathématiques et ont pu, grâce à cette profonde révolution épistémologique et intellectuelle qui a constitué la rencontre de l'informatique par la logique formelle, ce qui est une formulation un peu bizarre, on pourra revenir dessus si vous voulez. Enfin bref, cette invention intellectuelle a permis de changer en profondeur la relation à ce que c'est qu'une démonstration en mathématiques, et je vais y revenir. Alors pour mener à bien le projet que j'ai évoqué, ce projet ALDRE, il y a évidemment besoin d'une collaboration pluridisciplinaire entre des juristes, des informaticiens, des philosophes, des historiens du droit, historiens des facultés de lettres, des logiciens, des spécialistes de la théorie de la démonstration. Et c'est uniquement si cette collaboration existe qu'on peut tenter d'appréhender la complexité du corpus choisi, ce corpus étant lui-même un corpus assez délicat, assez austère, puisque c'est le corpus du droit administratif. Alors dans l'état actuel du projet, c'est le droit administratif français, parce qu'il faut bien commencer par un bout, et c'est plus simple de commencer par ce bout que je connais mieux, mais c'est un corpus qui est en lui-même, j'y reviendrai là aussi, quelque chose de complexe, puisque contrairement à l'idée reçue qu'on peut avoir, ce n'est pas quelque chose qui se réduit à la seule jurisprudence administrative française. Alors un tel chantier, c'est un chantier qui a valeur de test et qui a une ambition paradigmatique. Pourquoi ? Parce que si on parvient à dégager quelques résultats, si on parvient surtout à construire quelques outils, ceux-ci pourraient éventuellement permettre l'exploration d'autres corpus numérisés au-delà du seul champ, qui peut sembler un peu restreint, surtout à des non-spécialistes de droit, à savoir le champ de l'histoire du droit administratif, dont on peut raisonnablement se demander qui a envie d'en faire l'histoire. Néanmoins, les outils en question, il ne s'agit pas d'imaginer qu'ils pourraient permettre d'explorer tous les corpus. Ça a été fort bien rappelé hier par Peter Stokes. Il faut être extrêmement modeste sur les outils qu'on développe. Les outils sont très fortement dépendants du type d'exploration qu'on veut conduire. Et donc, il est assez rare qu'on puisse les transposer et les rendre opératoires très très loin du point de départ. Néanmoins, je peux penser que ce qu'on pourra développer, ce sont des outils pertinents pour toute une série de corpus juridiques, mais aussi pour toute une série de corpus philosophiques et peut-être plus généralement pour des corpus dont l'ambition est argumentative, pour l'ensemble de ces corpus, même si leur ambition n'est pas nécessairement
exclusivement argumentative. Alors, il y a une objection qui est évidente et qui surgit immédiatement, qui relève à la fois d'un horizon à la Perelman ou d'un horizon fort différent, un horizon littéraire. Qu'est-ce qu'on fait dans tout ça de la rhétorique? Qu'est-ce qu'on fait dans tout ça des jeux d'écriture? Qu'est-ce qu'on fait des effets de sens au-delà de la seule argumentation à visée démonstrative? Qu'est-ce qu'on fait de la persuasion que la logique est très loin d'épuiser? On a tous fait l'expérience de discours tout à fait efficaces en termes de persuasion chez autrui, sans être pour autant des discours marqués par la plus grande rigueur logique. Et on peut le déplorer, mais c'est une réalité. Alors, je n'ignore rien de tout cela, mais là aussi, comme pour ce champ qui peut sembler un peu austère du droit administratif dont il s'agit de faire l'histoire, c'est aussi une manière de commencer. Voilà. Il faut commencer par un point, et ce premier point, cette première voie d'entrée, cette première exploration, c'est la démarche centrée sur les arguments, parce qu'il y a cette parenté avec ce qui existe dans le champ de la théorie de la démonstration en mathématiques. Alors, dans un tel chantier, évidemment, la réflexion épistémologique, elle est essentielle. Et c'est au fond ce qui me permet de justifier mon existence, peut-être pas, mais en tout cas ma présence dans un tel projet. Parce que, vu de loin, on pourrait bien se demander ce que le cerveau d'un philosophe du droit va faire dans un projet d'exploration assisté par l'intelligence artificielle d'un corpus d'histoire du droit administratif. Alors, ça paraît un montage étrange. Je pense que ça n'est pas absurde parce que, précisément, la réflexion épistémologique est centrale dans cette démarche. Cette réflexion épistémologique, elle engage une ouverture vers, je l'ai dit, la théorie de la démonstration et vers la logique appliquée au droit, cette logique appliquée au droit qu'il s'agit de ne pas réduire à ce qu'on appelle la logique déontique, qui n'est pas nécessairement le champ de la logique le plus intéressant pour ce projet. Tout ça, ça s'accompagne d'autre chose, qui est évidemment un travail d'histoire des idées juridiques, marqué par un programme ambitieux de constitution et d'analyse de corpus érudits. Je suis très attaché à ce point. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à développer les outils en question, si le programme qu'on essaie de construire est une chimère, si jamais on arrive à construire quelque chose correspondant aux outils qu'on a pu construire dans le cadre de la théorie de la démonstration en mathématiques, si on n'y arrive pas, au moins on aura travaillé à la constitution de corpus intéressants. Alors la traduction concrète de ce projet, c'est le programme dont j'ai obtenu le financement il y a un an à peu près, un programme qui s'appelle donc ALDRE, c'est en anglais parce que sinon ça ne fait pas sérieux, donc Administrative Law, Distant Reading, Artificial Intelligence. Donc c'est un programme qui a été financé dans le cadre de l'IDEX Université Côte d'Azur JEDI, et ça prolonge des recherches que j'ai pu conduire, mais alors évidemment là sans aucun outil numérique, autour du Conseil d'État, dans le cadre de ma thèse il y a maintenant longtemps. Alors, ça serait évidemment un peu refaire l'histoire que de prétendre que ce programme trouve son origine dans la seule intuition que le repérage automatisé d'arguments serait une voie épistémologiquement fructueuse pour la théorie du droit. J'ai aussi conçu ce programme dans un contexte qui est celui du droit contemporain, où, et Grégory vous en parlera bien mieux que moi cet après-midi, contexte où le numérique et l'intelligence artificielle jouent un rôle considérable, qu'on parle de justice prédictive, de justice digitale ou parfois de justice quantitative. Le champ du droit est aujourd'hui massivement investi par des acteurs économiques, qui s'attachent à mettre en avant des bases de données numériques couplées aux ressources de l'intelligence artificielle. Se crée à travers le monde, ici, en Californie, dans plein d'endroits, se crée à travers le monde des startups, dans un secteur qu'on appelle le secteur des legal tech, qui proposent aux cabinets d'avocats des outils prédictifs afin d'anticiper, grâce à l'analyse automatisée de la jurisprudence existante, les arbitrages que le juge concerné est susceptible de rendre. Alors, attention, tous les outils ne sont pas prédictifs. Parmi ceux qui sont très intéressants et qui sont développés aujourd'hui,
on trouve aussi des outils quantitatifs et statistiques qui n'ont pas nécessairement vocation à être prédictifs. En particulier, et c'est vraiment dommage que Jacques Lévy-Véel, qui devait être avec nous, soit pas là aujourd'hui, pour des contraintes que j'ai rappelées en début de colloque, parce que précisément, lui, il travaille sur ce type d'outils, c'est-à-dire des outils qui cherchent à cartographier les possibles et pas du tout à dire je prédis que le résultat, ça sera ça et pas autre chose. Alors, il y a un effet pervers bien connu de tous ces dispositifs, c'est celui de la prophétie autoréalisatrice. En recourant de plus en plus massivement aux outils numériques, la justice peut tendre à homogénéiser ses décisions, à gagner du temps, et tout ça, ça semble relativement satisfaisant en termes de sécurité juridique et en termes d'efficacité juridique. À quoi bon trouver absolument extraordinaire que deux affaires s'occupant exactement de la même question puissent être tranchées de façon diamétralement opposée parce qu'il y a 500 km de distance entre les deux juridictions. Ce n'est pas quelque chose qui semble nécessairement favorable à la sécurité juridique. Mais évidemment, la contrepartie, c'est le risque d'une espèce de jugement mimétique, puis finalement moutonnier, où on s'aligne sur ce qui est proposé comme la solution la plus pertinente, puisque c'est ce qui a déjà été décidé par les autres juges. Alors, heureusement, ce n'est pas du tout, ce tableau apocalyptique ne correspond pas vraiment à la réalité, loin de là. La jurisprudence reste quelque chose qui est très, très hétérogène, et justement, Jacques Lévy-Véel explique très bien qu'il y a quelque chose comme des effets de 30 ou 40% en faveur de telle décision, telle qu'on l'observe dans la jurisprudence, mais voilà, c'est un chiffre maximal, on n'est pas dans l'ordre de 90% pour telle décision, etc. Donc on n'est pas dans quelque chose qui se prête à une prédiction tout à fait assurée. En termes d'épistémologie juridique, ce type d'approche me semble d'autant plus pertinent que le système juridique concerné accorde une place essentielle ou non à la jurisprudence comme source normative. C'est, vous le savez tous, quelque chose de massif dans le droit anglais, dans le droit américain, dans toute une série de traditions juridiques. En France, la jurisprudence est beaucoup plus massive que ce que parfois les jeunes étudiants en droit imaginent, mais il y a vraiment un secteur dans lequel on sait dès sa première année d'études en droit que la jurisprudence joue un rôle considérable, c'est précisément le droit administratif. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce secteur. Il se trouve que c'est celui que je connais aussi le mieux en droit, et ça concordait assez bien avec ce qui est le centre de ce projet. Alors, le droit administratif est donc, je crois, un des corpus privilégiés pour développer une approche académique de l'intelligence artificielle appliquée au droit. L'approche en est d'autant plus commode qu'une partie importante du corpus jurisprudentiel concerné a été numérisée par le Conseil d'État via la base de données, accessible pas totalement mais très, très massivement en ligne, qui s'appelle Ariane Web, pour ceux qui ont réussi à avoir du Wi-Fi, ce qui est un exploit aujourd'hui comme hier et avant-hier, vous pouvez regarder, donc vous tapez Ariane Web, vous allez voir en quoi ça consiste. C'est une base qui regroupe la totalité des arrêts du Conseil d'État depuis le début du XIXe siècle, et aussi plusieurs milliers de décisions importantes relevant d'autres juridictions administratives et aussi d'autres décisions qui ont une importance pour la jurisprudence administrative en général. L'horizon est d'ailleurs celui d'une exhaustivité de l'ensemble des décisions de toutes les juridictions, y compris les juridictions administratives. Ça, je ne sais pas quand ça va être fait, mais enfin, c'est un horizon qui a été fixé par la loi du 7 octobre 2016 sur la République numérique. Alors le paradoxe, c'est que la mise à disposition de l'ensemble de ces sources n'a pas encore, en tout cas en France, n'a pas encore bouleversé les recherches en matière de sciences administratives et d'histoire du droit administratif, faute justement d'outils adaptés qui permettraient d'explorer les centaines de milliers de textes disponibles en ligne. On en est à un stade assez rudimentaire où voilà, vous pouvez faire des recherches par mots-clés, et en réalité ces mots-clés, c'est simplement des mots qui sont présents dans le corpus en question, et ce qui demande quand même un fort travail d'analyse derrière et qui est très très loin de questions argumentatives. Donc je pense que le contexte est tout à fait favorable au développement d'outils fins d'exploration de ces ressources gigantesques. Ces outils présentent un intérêt évident pour les praticiens, les avocats, les magistrats, c'est un secteur qui du coup se développe beaucoup en lien avec ces legal tech.
mais aussi pour les chercheurs. Et ça, c'est beaucoup moins développé. Les historiens, les juristes et les philosophes du droit. Je crois qu'il est par ailleurs important que le monde académique engage ses travaux, dans la mesure où le développement des legal tech, ce n'est pas un développement qui correspond nécessairement à un monde enchanté, au sens où c'est un monde dans lequel il y a beaucoup d'incertitudes, un monde dans lequel, mais là aussi Grégory nous en parlera j'imagine, où il y a des solutions un peu miraculeuses et opaques, qui méritent d'être confrontées à une approche rigoureuse, conforme au canon de la recherche scientifique. Il y a en effet un décalage considérable entre l'utilisation de ces outils par le monde privé du droit, les avocats, les conseils, ou même le monde non académique, les juges, les administrateurs, et leur utilisation par le monde académique, qui n'est pas une utilisation qui n'existe pas, hein, ce n'est pas absent, mais qui au fond en demeure largement au stade de ce qu'on peut appeler la commodité, la facilitation, sans qu'on s'attache particulièrement au développement d'outils permettant, pour reprendre le titre d'un article de Jacques Lévy-Veyel que je citais tout à l'heure, une nouvelle valorisation du patrimoine jurisprudentiel. La valorisation, on pourrait dire qu'elle est aujourd'hui présente en tant que valorisation financière, monnayable, mais qu'elle l'est moins au sens scientifique pour la théorie du droit, comme pour l'histoire du droit. Il s'agit donc de faire quoi ? De contribuer au développement d'un secteur, qui est le secteur de ce qu'on pourrait appeler les humanités numériques appliquées au droit, via de nouveaux outils d'exploration des corpus numérisés, au-delà de l'approche lexicale. L'objectif est d'apprendre à mobiliser l'intelligence artificielle pour repérer des arguments, des idées, et non plus simplement des termes et des usages de termes. Si des outils pertinents peuvent être développés, ils bouleverseront, je crois, le travail tel qu'on peut le conduire aujourd'hui en théorie du droit, en philosophie, en histoire des idées, en histoire du droit, et même en histoire de la philosophie, et je crois plus généralement peut-être dans tout secteur académique qui vise à explorer des corpus en y cherchant la manifestation d'arguments et la manifestation d'évolution de certains arguments. Alors, à l'image des explorations lexicales qui sont bien connues aujourd'hui, qui sont conduites dans le champ littéraire, on peut penser, on a déjà parlé à l'occasion des premiers jours du colloque de tout ce qui touche à ce qu'on appelle le distant reading. Donc à l'image des explorations lexicales qu'on rencontre dans le champ littéraire, qui permettent d'embrasser plusieurs milliers de pages, impossible à lire in extenso pour un chercheur ou une équipe de chercheurs, avec les difficultés qu'on a soulignées dans les débats de ces jours précédents, les outils qu'on peut imaginer constituer seraient mobilisables pour étudier, par exemple, une circulation conceptuelle dans un ensemble de textes philosophiques sur une période qu'on ne peut pas appréhender en la lisant. Par exemple, l'ensemble des textes philosophiques rédigés entre 1650 et 1750. Voilà. Imaginons une question classique de philosophie, la discussion autour de ce que c'est qu'une substance. Voilà. Entre 1650 et 1750, aujourd'hui, on peut repérer la présence d'un terme. Mais ce n'est pas du tout la même chose, tous les philosophes le savent, que de repérer un terme et que de travailler autour d'un concept. Et c'est cet écart qui m'intéresse. Autrement dit, la notion même d'intelligence artificielle, je crois qu'il faut l'interroger en visant à forger des outils qui permettent d'analyser conceptuellement et pas lexicalement un corpus. Le saut qualitatif qui accompagne le passage de l'identification d'un mot à l'identification d'un concept ou d'un argument dans un corpus, s'il peut un jour être accompli, et je ne suis pas du tout sûr qu'il puisse être accompli, c'est un saut qui ne peut que modifier en profondeur le travail sur les idées, les doctrines, les courants de pensée et sur l'histoire de ces idées, de ces doctrines, de ces courants de pensée. Un saut comparable, quoique très distinct, a déjà été accompli par les mathématiques, où l'écart entre un signe et son contenu de sens est évidemment bien plus ténu. C'est une des forces extraordinaires des mathématiques, c'est bien plus ténu que l'écart qu'il y a entre un mot et un concept. Mais il y a néanmoins un écart. Les mathématiques ont développé, d'une part, des outils de démonstration assistés par ordinateur, et d'autre part, des outils de vérification des démonstrations.
Alors, il ne s'agit évidemment pas de plaquer, puisqu'on n'est pas dans le même type de discours. Il ne s'agit pas de plaquer ce qui a été fait en mathématiques grâce à la logique et à l'informatique, le plaquer sur des corpus juridiques ou philosophiques, mais il s'agit de voir comment, par un dialogue transdisciplinaire, on peut forger dans ce contexte qui est le nôtre des outils comparables. Alors que les techniques de lexicométrie permettent désormais de traiter des corpus considérables de textes, le repérage informatisé des lignes argumentatives, des idées, des concepts, le suivi de leur évolution dans le temps, ça passe nécessairement, inévitablement, et on a eu des discussions ces derniers jours là aussi autour de ça, beaucoup pensent que c'est tant mieux, ça passe par des opérations manuelles, par une analyse individuelle. Tout ça étant lié très fortement à l'expertise et à l'appréciation individuelle de chaque chercheur. Alors, il ne s'agit pas de renoncer à cela, mais il s'agit d'élaborer des outils qui permettent d'avoir aussi une appréhension des démonstrations sous-jacentes, des invariants peu visibles, qui sont présents à un niveau qui va être non pas infratextuel, ça ne veut rien dire, mais à un niveau inférieur, infralexical, voilà, c'est le bon terme. Et c'est le sens même de cette démarche. Alors, je ne veux pas être trop long, donc je vous répondrai vite si ça vous intéresse dans les questions pour entrer dans le détail du type de corpus que je veux constituer. Je vais plutôt finir autour des questions plus épistémologiques. Donc, au-delà de la constitution des ressources numérisées, je crois que ce dont on a besoin, et c'est là le rôle de la philosophie dans ce montage, c'est de développement conceptuel qui engage une interrogation sur les liens complexes entre droit et logique. Et c'est pour ça que ce projet qui semble un projet essentiellement historique et juridique, si on le regarde superficiellement, concerne aussi très directement la philosophie de la connaissance et la logique. Alors, vous savez que dans ce domaine, lien entre logique et droit, le siècle passé, le XXe siècle, a connu des développements particulièrement riches et qui, sauf si on évoque une figure comme celle de Leibniz, avait assez peu de précédents. Alors, d'un côté, avec dans le champ de la logique modale, le développement de la logique déontique, ou d'un autre côté, une approche qui fait une plus grande place aux questions rhétoriques avec la logique juridique de Perelman. Et on peut aussi ajouter des approches beaucoup plus critiques liées au mouvement du réalisme juridique avec une figure comme celle d'Alfros. Ces courants, ils se sont épanouis, se sont diversifiés au XXIe siècle, ils ont tiré un grand profit du dialogue avec en particulier l'informatique, l'informatique ayant été, pour le dire un peu brutalement, la discipline qui d'un seul coup a pu permettre que la logique déontique serve à quelque chose, après avoir été pendant des années une espèce de production logique qui semblait un peu vaine à beaucoup de logiciens et sur le fond un peu artificielle. Bien, précisément, l'informatique a permis de donner un sens à ce secteur. L'articulation de tout cela avec l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a déjà une tradition, en particulier en Italie. Je pense aux travaux de Giovanni Sartor. Dès le début des années 90, il y a le souci d'articuler intelligence artificielle et droit. Alors, dans cette perspective, je crois que le point important, c'est d'arriver à structurer et à coordonner des approches formelles existantes afin de disposer, quelque chose qu'on pourrait appeler de façon un peu pompeuse une grammaire transcendantale, permettant de circuler efficacement entre droit, informatique et conceptualisation philosophique pour tirer des conclusions de l'exploration numérique des corpus juridiques et historiques. Alors évidemment, cette ambition, elle est énorme. Elle engage une conception spécifique de la théorie du droit et elle aboutit à l'idée que dans le champ de la philosophie du droit, la logique formelle a vocation à jouer le même rôle structurant que ce qu'elle joue aujourd'hui dans certains des secteurs de la philosophie de la connaissance et de la philosophie de l'esprit. Tout ça en partant du droit en acte et en pratique, tel qu'il se déploie à travers l'histoire, à travers les différents acteurs, et
les différents secteurs et systèmes du droit, et non au titre d'un point de vue surplombant et interne à l'histoire de la philosophie et à ce que cette dernière imagine comme étant le droit. L'étape suivante, c'est de mobiliser les outils qui seront, je pense, assez inévitablement issus d'un dialogue avec la logique mathématique et qui seront probablement des outils internes à la logique mathématique. Pour des raisons de méthode que j'ai évoquées, liées à la construction des outils d'analyse de corpus, mais aussi parce que c'est un secteur qui est aujourd'hui très, très dynamique, ce secteur où se lient logique et droit. Et le point d'aboutissement de la philosophie du droit appliqué telle que je la conçois et telle que je la pratique depuis maintenant une petite vingtaine d'années, je crois que c'est désormais, c'est l'avenir, du côté du formalisme logique qu'il faut aller. Et pour finir, et ça sera ma phrase de conclusion, je voudrais citer une belle formule d'un collègue logicien de Lille qui s'appelle Shahid Rahman, qui dit « Il ne faut pas se résigner à l'incompatibilité des paradigmes juridiques et logico-mathématiques. » Je crois qu'il ne faut pas se résigner à ça. Il faut au contraire travailler à leur possible rapprochement. Je vous remercie.